Bonjour à toutes et à tous, nous voici à nouveau ensemble pour entamer la partie 3 de ce cours de structure en bois qui concerne les systèmes porteurs. Cette partie 3, elle est de nouveau très abondante avec 9 chapitres. Dans le chapitre 17, je vais vous parler des éléments structuraux dérivés du bois, les panneaux, le bois lamellé collé, le bois massif abouté, etc. Le chapitre 18 sera consacré au système porteur des maisons et des bâtiments, le chapitre 19 aux treillis, le chapitre 20 aux poutres sous-tendues, le chapitre 21 aux poutres continues et aux poutres cantilever, le chapitre 22 aux arcs, le chapitre 23 aux portiques, le chapitre 24 à d'autres systèmes constructifs, et enfin le chapitre 25, pour terminer, sera dédié au contreventement des structures en bois. Deux petites remarques avant de commencer. Tout d'abord, je vais détailler dans cette partie 3 toute une série de systèmes porteurs, mais je vais très peu parler des assemblages qui les composent. Pourquoi? Eh bien parce que la partie 4 qui va suivre sera uniquement dédiée aux assemblages et on les verra évidemment en détail. Et ensuite, je ne vais pas non plus vous expliquer la manière dont on calcule les efforts internes dans ces systèmes porteurs. Donc je ne vais plus ici réexpliquer comment on calcule un moment fléchissant dans une poutre ou un effort normal dans un arc ou une flexion composée dans un portique, puisque cela fait l'objet des cours de mécanique des structures en bac 2 et stabilité des constructions en bac 3. Alors, le chapitre 17, éléments structuraux dérivés du bois. Alors, on voit déjà sur cette photo-ci des poutres un petit peu particulières, puisqu'on voit que ce sont des poutres en I, un peu comme des poutres métalliques, sauf que ici, l'âme, c'est une âme en OSB. Alors, je vais revenir sur cette OSB, et les semelles sont en bois massif. On commence par les BMC, c'est-à-dire les bois massifs collés. Alors globalement, on a 4 catégories. Le bois lamellé collé, donc BLC, le bois massif abouté, le BMA, le bois massif reconstitué, le BMR, et les panneaux massifs contrecollés, ou parfois contrecloués, typiquement qu'on appelle des CLT. Et je vais détailler chacune de ces catégories dans les slides qui suivent. Alors, quelques détails sur le bois lamellé collé. Je vais être très bref puisque j'en ai déjà parlé abondamment dans la partie 2. Vous avez ici un schéma qui montre que le bois lamellé collé en fait est constitué de lamelles qui sont aboutées les unes après les autres et collées les unes au-dessus des autres. Un bel exemple ici du hall des expositions à Libramont. Quelques détails sur le bois massif abouté. Donc ce sont des bois à section rectangulaire, donc ils sont obtenus par aboutage les uns après les autres de pièces de bois massif d'assez grosse épaisseur. Le classement et le calcul se fait de la même manière que pour un bois massif. Alors les dimensions courantes, largeur 4, 5, 14, 15, 20 cm, la hauteur 6, 10, 20, 25 cm, et les longueurs, théoriquement, on peut avoir des longueurs infinies, mais qui sont évidemment limitées par le transport. Le bois massif reconstitué ou contrecollé, il est fabriqué sur le même principe que le bois lamellé collé, mais avec moins de lamelles et des lamelles de plus grosse épaisseur. Le lamellé collé, c'est plutôt des épaisseurs de quelques dizaines de millimètres, 35, 45, alors que pour le bois massif reconstitué, on est plutôt au-delà de 45 mm, jusqu'à 8 à 10 cm parfois. Comme les lamelles sont plus épaisses que pour le bois lamellé collé, on ne les cintre pas. Il n'est pas possible de les cintrer ici. Et donc on utilise davantage ces éléments de bois massif reconstitué pour des bois empilés ou des systèmes poteau-poutre, j'y reviendrai. Alors on a évidemment quelques variantes, comme vous voyez ici sur la photo. Les dimensions courantes, en largeur, c'est comme le bois lamellé collé. On tourne toujours autour des 20 cm. En hauteur, on tourne autour des 30 cm. Et les longueurs, de nouveau, peuvent être théoriquement très très grandes et sont limitées par le transport. Les panneaux massifs appliques croisés, qu'on appelle plus communément panneaux CLT,
Alors on va regarder le schéma qui se trouve ici en dessous et qui illustre bien la manière dont ils sont fabriqués. Donc ils sont constitués d'une série de couches, en général 3, 5 ou 7 couches, parfois plus. Et chacune de ces couches est constituée de planches qui sont aboutées les unes après les autres si nécessaire et qui sont collées les unes à côté des autres. Alors on voit qu'il y a une alternance entre chacune des couches. Donc dans une couche, si les planches sont placées selon une certaine direction, eh bien sur les couches voisines, les planches seront placées selon la direction perpendiculaire, ce qui donne à ce type de panneau de très bonnes caractéristiques mécaniques avec un bon caractère isotrope. Alors les dimensions, eh bien, en épaisseur, on peut avoir plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur, et puis ben, la hauteur et la longueur peuvent aller jusqu'à plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres. Tout dépend aussi des conditions de transport. On les utilise assez bien pour des murs porteurs, des cloisons, mais aussi des planchers et même des toitures. Panneau d'OSB qui trouve toute une série d'applications structurales et en particulier dans les ossatures bois dont je parlerai abondamment plus tard. Ce sont des panneaux qui sont constitués de copeaux de bois qui font quelques centimètres de longueur et qui sont pressés dans de la colle. Alors on trouve en général des panneaux avec 3 couches. Les couches extérieures ont des copeaux qui sont plutôt orientés dans une direction et la couche intérieure a des copeaux qui sont plutôt orientés dans la direction perpendiculaire, de manière à avoir un meilleur caractère isotrope et donc de meilleures caractéristiques mécaniques. Alors on trouve de différentes épaisseurs. On peut aller jusqu'à plusieurs centimètres d'épaisseur. Vous avez ici le détail des dimensions usuelles. Il faut savoir qu'il y a aussi très souvent dans les panneaux d'OSB la possibilité de les imbriquer les uns dans les autres avec des languettes comme vous voyez ici sur la photo. Attention toutefois, quand on a des grandes surfaces couvertes par des panneaux d'OSB qui sont jointifs, eh bien on peut avoir des dilatations thermiques ou hygroscopiques qui génèrent des désordres, par exemple dans les maçonneries sur lesquelles se trouvent ces panneaux d'OSB. Et donc il vaut mieux de temps en temps ne pas avoir de panneaux jointifs et de prévoir des joints francs. On distingue 4 classes d'OSB, l'OSB 1, l'OSB 2, l'OSB 3 et l'OSB 4. Pour des applications en structure, il vaut mieux utiliser l'OSB 3 et encore mieux l'OSB 4. Ils sont utilisables en classe de service 2, mais on déconseille quand même l'usage de l'OSB en extérieur, même en extérieur couvert, parce que l'OSB, lorsqu'il est dans une ambiance un petit peu trop humide, eh bien, il a tendance à fluer, à se laisser aller complètement et donc à ne plus avoir de bonnes capacités mécaniques. Je vous laisse observer ce schéma qui illustre la fabrication des panneaux d'OSB. Voici quelques exemples d'utilisation d'OSB. Alors à gauche, là, on a des utilisations plutôt marginales, hein, avec des pavillons, mais enfin, vous voyez quand même qu'on peut faire de belles choses. Et puis, une utilisation tout à fait courante, c'est l'utilisation en ossature bois. Vous voyez ici des parois d'ossature bois qui sont en fait plaquées de chaque côté par de l'OSB, j'y reviendrai abondamment plus tard, ou bien des planchers qui sont couverts d'OSB, au-dessus duquel on pourra éventuellement mettre autre chose, comme du parquet, ou bien une chape sèche ou une chape humide. Une variante au panneau d'OSB, c'est le panneau contreplaqué, qui est constitué d'une série de couches collées les unes au-dessus des autres, qui proviennent du déroulage de grumes. Alors on voit bien de quoi il s'agit ici sur le schéma. Ce sont de minces feuilles, on appelle ça des feuilles de plaquage, donc de quelques dixièmes de millimètre à quelques millimètres d'épaisseur. Et tout comme pour l'OSB, on l'utilise pour des parois d'ossature, des éléments de sous-toiture, des sous-planchers, des coffrages aussi parfois, de la menuiserie, des meubles. Et puis en dimension courante, on peut avoir plusieurs centimètres d'épaisseur et plusieurs mètres de hauteur et de largeur pour ces panneaux. Au panneau contreplaqué, mais plutôt cette fois pour des éléments poutres ou colonnes, c'est ce qu'on appelle le lami-bois ou plus communément le LVL. Donc on a de nouveau des couches de plaquage de bois donc issues du déroulage des grumes qui sont collées les unes à côté des autres. Alors ça nous donne des éléments structuraux qui peuvent avoir plusieurs centimètres, voire plusieurs dizaines de centimètres de taille de section sur plusieurs mètres de longueur. Très très bonne caractéristique mécanique avec un petit bémol quand même qui est le prix élevé puisque la fabrication de ces éléments nécessite des unités de production avec de gros investissements dans des équipements très spécifiques.
Voici un magnifique exemple d'utilisation en extérieur du LVL. C'est le Métropole Parasol à Séville, qui est une gigantesque structure au-dessus de la ville, constituée de toute une série de panneaux imbriqués, on va dire, les uns dans les autres. Elle a été construite en 2011. C'est la plus grande structure en bois du monde. Elle fait 150 mètres de long ici sur 70 mètres de large. Et vous voyez ici sur la photo que ça a vraiment une très belle allure. Alors il faut voir évidemment comment ça évolue dans le temps. Est-ce que ce bois, dans 10, 20, 30 ans, aura encore une aussi fière allure? Eh bien ça, on le verra bien. Voici encore d'autres magnifiques photos de ce métropole parasol. Une variante au LVL qui a, tout comme le LVL, l'avantage d'avoir de très bonnes caractéristiques mécaniques et l'inconvénient d'être très cher. C'est le PSL dans sa version poutre ou colonne et le LSL dans sa version panneau. Alors, ce sont aussi des éléments de bois qui sont constitués de bandes de plaquage qui sont découpées par déroulage dans des grumes. Mais cette fois, on découpe ces bandes de plaquage en longues et fines languettes que l'on vient presser, coller les unes à côté des autres pour former ce que vous avez là, ce que vous voyez sur cette photo. On trouve parfois le terme paralame, qui est un terme commercial d'une entreprise qui fabrique ce type de produit. Les poutres composites, on trouve beaucoup de choses avec souvent deux matériaux différents. Alors ici, on a des poutres en I avec des semelles en bois massif et une âme en métal. On trouve des poutres en I en bois massif avec donc des semelles qui sont assemblées et collées sur une âme en bois massif de nouveau. On trouve ce type de poutre ici qu'on appelle parfois TJI, nom donné par la firme commerciale qui les fabrique, et qui sont des poutres avec une âme en OSB et des semelles soit en bois massif, soit en LVL, soit en PSL. On trouve vraiment de tout. Voici trois photographies qui vous montrent ces poutres type TJI, donc avec une âme en OSB et des semelles en bois massif. Alors je vous laisse faire un arrêt sur image si vous le désirez. C'est intéressant de voir la manière dont ces poutres sont connectées sur les poutres de rive avec des sabots métalliques. Et puis on a toute une série de panneaux constitués de particules de bois, c'est-à-dire en fait de copeaux de bois, qui peuvent être mélangés à des déchets de rabotage, de la sciure, même d'autres matériaux, du chanvre, du lin, etc. Ce sont des panneaux qui sont pressés avec de la colle, avec une certaine température également. Ce sont des panneaux qu'on utilise très peu en structure, mais qui sont plutôt utilisés pour des meubles. Puis, lorsque l'on ne voit plus les copeaux de bois, eh bien, on appelle plutôt ça des panneaux de fibre. On trouve parfois le terme MDF. Ce sont des panneaux qui sont utilisés, tout comme les panneaux de particules, pour des meubles, des portes, des emballages, etc. Il y a toute une série d'applications, mais donc, comme je le disais, plutôt rarement en structure. Le chapitre suivant, c'est le chapitre 18, qui concerne les systèmes porteurs des maisons et des bâtiments. Je vais le diviser en 5 parties. Une première partie sur les isolants, une deuxième partie sur les ossatures bois, une troisième partie sur les systèmes poteaux-poutres, une quatrième partie sur les systèmes à base de panneaux CLT et une dernière partie concernant les systèmes bois empilés. On commence par les isolants. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas du tout un spécialiste en isolant, mais les étudiants m'ont posé pas mal de questions sur ce domaine les années précédentes, et donc j'ai rajouté quelques slides euh, sur le sujet. Alors, quels sont les critères de choix des isolants? Il y a d'abord bien sûr des critères techniques, la perméabilité à la vapeur d'eau, le comportement dans des ambiances humides, la stabilité dimensionnelle, la capacité à reprendre éventuellement des décharges, le comportement en cas d'incendie, etc. Un autre critère, c'est la facilité de mise en œuvre. Alors par exemple, lorsque l'on doit isoler une toiture par l'intérieur, on va plutôt utiliser des isolants souples qui vont venir se blottir entre les chevrons pour éviter des discontinuités entre le bois et l'isolant. Par contre, dans le cas d'une toiture sarking, c'est-à-dire une toiture pour laquelle on a une isolation qui est placée au-dessus de la charpente plutôt qu'entre les éléments de la charpente, on va plutôt utiliser des panneaux rigides de polystyrène, de polyuréthane ou de fibres de bois.
Autre critère, c'est le coût de l'isolant et celui de sa main-d'œuvre. On a aussi, bien sûr, le critère environnemental. Il y a de plus en plus de projets de bâtiments qui prennent en compte l'empreinte environnementale de la construction via des labels, des quantifications basées sur toute une série de critères. Et bien sûr, le choix des matériaux d'isolation va influencer ces critères environnementaux. Et enfin, et bien sûr, la performance d'isolation de l'isolant est un facteur extrêmement important. Les isolants biosourcés, c'est-à-dire qui sont issus de produits organiques renouvelables. Alors on a la fibre de bois ou la laine de bois et la cellulose. La fibre de bois, elle est issue à 100% du recyclage des découpes qui se font en scierie, donc des découpes du bois. Donc ça provient de copeaux, de fibres de bois, de sciure, etc. Alors d'un point de vue environnemental, c'est évidemment un très bon produit, mais il est fortement sensible à l'humidité et donc il est un petit peu délaissé. Ou alors il faut vraiment l'utiliser dans des cas où on est certain que l'exécution se fait de manière impeccable et avec une ambiance qui ne sera pas trop humide et certainement aucune accumulation d'eau. Alors la cellulose, elle est issue du recyclage du papier et elle est insufflée dans des panneaux d'ossature bois. En général, c'est comme ça qu'on l'utilise. Elle a deux petits soucis. Elle est d'une part assez sensible, tout comme la fibre de bois, aux conditions humides. Et puis un autre souci, c'est qu'elle a une certaine tendance à tasser, surtout lors du transport de ces panneaux qui ont été insufflés de cellulose. Et donc on se retrouve sans le savoir ni le voir avec des panneaux dans lesquels finalement cette cellulose se retrouve dans la partie inférieure avec des zones qui ne sont pas isolées, ce qui est un petit peu embêtant. Et donc on lui préfère souvent plutôt des laines minérales. Les isolants à base minérale, donc parlons-en. La laine de roche qui est fabriquée à partir de basalte, donc qui provient de zones volcaniques, et la laine de verre qui est fabriquée à partir de fibres de verre et donc de silice. Alors les deux isolants ont une bonne tenue dans des ambiances humides, donc c'est une grande qualité qu'ils ont. Alors en général on les trouve sous forme de rouleaux, comme vous le voyez ici sur les photos. Un petit souci pour la laine de verre quand même, lorsque l'on rénove des bâtiments ou des parties de bâtiments dans lesquels il y a de la laine de verre, eh bien, cette laine de verre dégage énormément de poussière dans l'atmosphère et c'est assez pénible pour ceux qui effectuent les rénovations. Donc il faut vraiment se protéger le nez avec un masque. On en vient aux isolants issus de l'industrie chimique, qui ont de très bonnes qualités d'isolation, mais qui évidemment, d'un point de vue environnemental, sont moins bons. Le polystyrène extrudé, noté aussi parfois XPS, il est composé de styrène, il est insensible à l'humidité, il a une très bonne résistance à la compression, il peut donc être utilisé par exemple comme isolation en dessous de radiers ou de dalles sur sol, en toiture également. Le polystyrène expansé, dont l'acronyme est EPS, parfois appelé aussi frigolite, il est blanc en général, parfois un peu gris, composé de billes sphériques, comme on peut le voir ici sur la photo, de styrène. Il peut être utilisé également à l'extérieur, parfois aussi sur des façades, et on peut y projeter donc du crépi. Voilà, et donc ces isolants se trouvent sous la forme de panneaux en général. Un autre isolant issu de l'industrie chimique, donc qui n'est pas exceptionnel d'un point de vue environnemental, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui est très très bon d'un point de vue isolation. Donc c'est le polyuréthane qui se trouve soit sous forme de panneaux que l'on place sur des toitures ou sur des façades, ou qui peut être aussi projeté. Alors on voit ici du polyuréthane qui a été projeté comme isolation intérieure d'une toiture. Alors on peut se demander quand même si ce genre de procédé est durable, parce que le jour où il faut rénover et transformer, eh bien il faut tout décaper et tout jeter, donc c'est pas génial, mais enfin bref, ça se fait. Le polyuréthane, il est issu du pétrole, c'est un produit dérivé du pétrole. Après cette synthèse qui concerne les isolants utilisables dans le milieu de la construction, je voudrais maintenant faire une revue des 4 systèmes constructifs qui peuvent être utilisés pour la construction de maisons ou de bâtiments. Typiquement, il y a l'ossature en bois, le bois massif empilé, le poteau-poutre et le panneau massif CLT. Alors, ceci concerne uniquement les maisons. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir qu'en Belgique,
la plupart des maisons en bois, sont construites sur base du principe de l'ossature bois, et puis on a une toute petite part de marché là qui concerne les trois autres systèmes constructifs. Je vais commencer par l'ossature bois. Et l'ossature bois, comme son nom ne l'indique peut-être pas, elle est constituée de parois porteuses empilées les unes au-dessus des autres. Alors, de quoi est faite une paroi? Regardons cette photo ici qui se trouve à droite. Elle est constituée de montants verticaux en bois massif, espacés de 40 à 60 cm, limités haut et bas par des éléments de bois horizontaux qu'on appelle des lisses. On a des panneaux d'OSB qui sont placés à l'extérieur et à l'intérieur. Donc ici on se trouve à l'intérieur et on voit le panneau extérieur. Et ces panneaux d'OSB ont un rôle de contreventement. Alors ils peuvent aussi également avoir un rôle de pare-vapeur. Je vais y revenir d'ici quelques minutes sur ce pare-vapeur. Et puis à l'intérieur de ces parois, on va trouver de l'isolation qu'on ne voit pas non plus ici sur la photo. Quels sont les points forts et les points faibles de l'ossature bois? Commençons par les points forts, donc une très grande préfabrication possible. Il y a des sociétés qui préfabriquent entièrement les parois en y plaçant même les techniques spéciales. Une grande facilité de manutention, puisque ces parois sont légères. On peut construire une maison en ossature bois en quelques jours à peine. Et puis, puisque ce sont des structures légères, évidemment, on fait des économies sur les fondations qui seront limitées. Les points faibles, une acoustique quand même qui est délicate à gérer, j'y reviendrai d'ici quelques instants. Une faible inertie thermique, donc une régulation thermique, donc régulation du confort intérieur qui peut parfois être difficile. Un nombre d'étages limité, pourquoi? Parce qu'on va vite être limité par les problèmes de compression perpendiculaire aux fibres au niveau des lisses horizontales. Et puis des rénovations très difficiles hein, et des percements qui peuvent être dangereux. Pourquoi? Parce que dès que l'on modifie, que l'on perce une paroi d'ossature, eh bien, on va aller percer son pare-vapeur, et le pare-vapeur, donc, est un film plastique qui se trouve du côté intérieur, sert justement à éviter que la vapeur qui est produite dans le bâtiment ne pénètre dans la paroi et n'aille altérer son isolation. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est assez embêtant dans des bâtiments dans lesquels les occupants ne savent pas nécessairement toujours qu'ils ont affaire à une ossature bois. Voici encore quelques photos. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous le désirez. Une vue détaillée avec le contenu d'un panneau d'ossature bois. Je vais commencer par l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Donc à l'extérieur, qu'est-ce qu'on trouve en général? Eh bien un bardage. Alors, il peut y avoir différents types de bardage, hein, il peut même y avoir de la brique. Ensuite, on va avoir un pare-pluie, qui est un film plastique qui va éviter que la pluie, l'eau qui vient de l'extérieur ne rentre à l'intérieur du panneau. Ensuite, on a souvent, alors il n'est pas dessiné ici malheureusement, on a souvent un panneau d'OSB qui se trouve ici derrière le pare-pluie. Et puis viennent les montants avec l'isolation qui se trouve entre les montants. Ensuite, on trouve un pare-vapeur ou un frein-vapeur, et puis un panneau d'OSB, et puis le parement intérieur qui est par exemple un panneau de plâtre qui constitue la finition. Alors on confond souvent les termes de pare-pluie, pare-vapeur, frein-vapeur, etc. Voici un document très intéressant qui a été écrit par le CSTC. Je vous invite à faire un arrêt sur image si vous le désirez pour lire toutes ces explications. Il y a quand même une chose qu'il faut retenir, c'est que le pare-pluie se trouve du côté extérieur de la paroi et existe pour éviter que de la pluie, de l'eau qui vient de l'extérieur donc ne pénètre à l'intérieur de la paroi, tandis que le pare-vapeur se trouve du côté intérieur de la paroi. Et lui, son rôle, c'est d'éviter que de la vapeur qui est produite dans le bâtiment ne pénètre dans la paroi d'ossature. Pourquoi est-ce que de la vapeur serait produite dans un bâtiment? Ben pour plein de raisons. Par exemple, dans une salle de bain, dans une cuisine ou même dans une chambre la nuit, eh bien, il y a toujours une production de vapeur. Il y a toute une série de variantes possibles pour ériger une ossature bois. Je vous laisse, si vous le désirez, faire un arrêt sur image pour observer ces quatre cas. Ici, on a plutôt une toiture avec des chevrons porteurs. Ici, on a une toiture avec des pannes porteuses. Ici, on a une toiture avec des fermes porteuses.
Par contre, là, on a une toiture plate et on voit que ce qui termine le dernier étage, eh bien, c'est une toiture avec des poutres TJI, tout comme pour les planchers d'ailleurs. Et puis, il y a encore toute une série de variantes possibles. Comment améliorer l'acoustique dans les ossatures en bois? Alors, il faut distinguer les bruits aériens et les bruits qui proviennent d'impact ou de choc. Alors, pour les impacts et les chocs, on peut prévoir une chape sèche, c'est-à-dire des panneaux de plâtre de plusieurs centimètres d'épaisseur qui sont placés partout sur les planchers, donc les uns à côté des autres. Et puis, pour les bruits aériens, on prévoira de la laine de roche qui sera placée entre les poutres de plancher, comme indiqué sur la photo que vous voyez ici. Alors, entre des habitations mitoyennes, donc sur les murs mitoyens, ce qu'il faudra faire, c'est doubler l'ossature. Vous avez ici un schéma qui montre ceci, avec une lame d'air de plusieurs centimètres entre les deux panneaux, plus de l'isolation avec de la laine de roche haute densité. De manière générale, je vous encourage à aller suivre les recommandations du CSTC. Il y a toute une série de schémas et d'instructions que vous pouvez y trouver, que vous pouvez trouver sur leur site, et je vous ai mis ici un lien qui pourra vous y rediriger. Et pour terminer sur ce principe de l'ossature bois, sachez qu'il existe deux systèmes différents. Alors c'est le platform frame d'une part, le balloon frame d'autre part. En Belgique, c'est essentiellement le platform frame que l'on utilise, qui consiste à avoir une interruption des montants verticaux à chaque étage, et donc chaque étage est constitué de ses propres panneaux. Le balloon frame est très peu utilisé en Belgique et en Europe. Là, on a plutôt des montants verticaux qui sont continus sur plusieurs niveaux. Ça permet une moins grande préfabrication, c'est moins pratique que le premier système. Le deuxième système constructif, c'est le système poteau-poutre. C'est un système qui est très peu répandu en Belgique, contrairement à l'ossature bois. L'enveloppe et les murs sont dissociés de la structure, donc les parois ne sont plus des parois porteuses. Ici, ce qui porte, eh bien, ce sont les poteaux et les poutres. Et ces poteaux et poutres sont faits en bois massif ou en bois lamellé collé ou en bois massif abouté, et ils sont assemblés avec des connecteurs métalliques. Je reviendrai sur ces assemblages métalliques dans la partie 4 de ce cours. Et enfin, le contreventement, il est assuré par quoi? Non plus par des panneaux d'OSB qui sont sur les parois d'ossature, mais par des diagonales en acier ou des diagonales en bois massif ou encore des cloisons non portantes. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce système? Alors, dans les avantages, on a une grande souplesse d'aménagement intérieur puisqu'on n'a pas de parois ou de murs porteurs. Des possibilités de façade très ouvertes. Bon, ça, on peut aussi l'avoir pour l'ossature bois. Il suffit de prévoir ce qu'il faut pour rediriger les charges. Et une possibilité de construire des immeubles à plusieurs niveaux, 5, 10 niveaux. Bon, dans les points faibles, l'étude de stabilité est plus complexe que pour l'ossature bois, puisqu'ici, il faut faire une descente de charge et connaître la valeur des efforts internes à tous les niveaux, et en particulier au niveau des assemblages. Donc il va falloir aussi dimensionner et calculer les assemblages. Les possibilités de préfabrication sont beaucoup plus réduites, puisque dans l'ossature bois, on amène des parois les unes à côté des autres et les unes au-dessus des autres, et puis la structure se fabrique de cette façon-là, alors qu'ici, il va falloir assembler des éléments poteaux, des éléments poutres, etc. Ça prend plus de temps et ça permet moins de préfabrication. Et enfin, il y a le problème des assemblages qui sont métalliques et donc qui confèrent à la structure une certaine fragilité en cas d'incendie. Voici quelques détails types. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous le désirez. Les lisses basses, voici des lisses basses, d'ailleurs on en a aussi pour les panneaux d'ossature bois, sont toujours placées sur une étanchéité qui évite les remontées d'eau dans le bois. Voici quelques assemblages parmi d'autres qui vous montrent eh bien, que l'acier sera toujours nécessaire dans un système poteau-poutre pour les pieds de colonne, pour les têtes de colonne, pour la jonction entre les poutres et les poutres de rive, etc.
Voici encore quelques photos. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous le désirez. Le système poteau-poutre, je vous le disais, il peut être utilisé pour des bâtiments d'une certaine hauteur. On a ici un magnifique exemple à Zurich d'un Ré+6. Alors, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue, ce type de bâtiment, ni d'ailleurs des bâtiments poteau-poutre en bois. Vous voyez ici qu'il y a une certaine complexité dans les assemblages, mais il faut dire que c'est un bâtiment dans lequel l'architecture a été poussée à son maximum, y compris l'architecture des assemblages et des détails. Et nous voici au système constructif numéro 3, qui est le système basé sur les panneaux de CLT. Voici déjà une photo qui vous illustre le principe constructif. Alors, on a ici des planchers, une toiture et des parois verticales qui sont faites en panneaux de CLT. Vous voyez que si le bois reste apparent, ça peut vraiment donner quelque chose de très très beau à l'intérieur. Une petite photo qui se passe de beaucoup de commentaires. Vous voyez que les panneaux de CLT peuvent être découpés en usine de manière à pouvoir s'imbriquer les uns dans les autres sur chantier de manière aisée. Voici d'autres photos. Alors que vous dire ici? Peut-être un commentaire sur le schéma que vous avez ici à gauche. Pour des portées normales, je dirais de 4-5 mètres, les panneaux de CLT peuvent porter sans support intermédiaire. Tout dépend évidemment de leur épaisseur, hein. Leur épaisseur, elle peut varier de 10 à 20, 25 cm. Mais si vous avez des portées qui commencent à devenir importantes, alors on prévoira des poutres, comme sur ce schéma ici, qui permettent de minimiser les flèches. Voici un petit film qui va vous montrer la réalisation d'une maison unifamiliale en accéléré pendant toute la durée du chantier. Je vais maintenant lister les avantages et les inconvénients des panneaux de CLT. Alors les avantages, une préfabrication qui peut être poussée à l'extrême, des portées importantes, des porte-à-faux possibles, une bonne stabilité dimensionnelle des panneaux puisqu'ils sont constitués de planches de bois qui sont alternées, des charges importantes, ce qui permet la réalisation de bâtiments multi-étagés, un bon comportement sismique, une bonne inertie thermique, alors c'est pas du béton, mais enfin on a quand même de la masse de bois, un très bon contreventement naturel, puisque ce sont des structures qui sont fortement cloisonnées, la possibilité de fixer les planchers sur des murs verticaux continus, pas de linteau nécessaire au droit des ouvertures, puisque pour faire des ouvertures, il suffit de découper les panneaux, et donc la matière du panneau qui se trouve au-dessus de l'ouverture eh bien, sert naturellement de linteau. Pas de pare-vapeur nécessaire lorsque le CLT est placé contre une isolation, par exemple qui est extérieure et qui est elle-même protégée par un bardage ou un crépi. Donc l'épaisseur de bois en fait est suffisante pour éviter que la vapeur produite à l'intérieur du bâtiment ne pénètre dans l'isolation.
On peut intégrer assez facilement les techniques spéciales, donc eau, gaz, électricité, dans des rainures qui sont préformées, prédécoupées en usine dans les panneaux. Et enfin, on a en général des épaisseurs suffisantes que pour assurer un assez bon comportement en cas d'incendie. Alors dans les inconvénients, eh bien, on a moins de souplesse pour des modifications et des transformations, puisque finalement on ne sait plus très bien par où passent les efforts quand on fait des découpes et des transformations, et il faudra évidemment faire appel à un bureau d'études quand on veut modifier un bâtiment avec des panneaux en CLT. Des engins de levage, alors les panneaux de CLT sont plus lourds que les panneaux que les parois d'ossature bois, mais enfin ça reste quand même du bois, donc ça restera dans les limites raisonnables. Et enfin, une remarque assez importante, c'est qu'on a quand même affaire ici à un produit bois qui a été fortement transformé, découpé, classé, raboté, abouté, collé, recollé, etc. Et donc c'est un produit qui est cher, ce qui fait que beaucoup de maîtres d'ouvrage préféreront souvent des techniques constructives plus classiques que celles qui sont basées sur du CLT. Encore quelques commentaires sur base de 2 ou 3 photos. Ici, on a un schéma de principe d'un bâtiment multi-étagé fabriqué à partir de panneaux de CLT. Ici, un panneau de CLT dans lequel on a des ouvertures pour la porte et pour les fenêtres qui est transporté par un engin de levage. Ici, typiquement, c'est ce qu'on peut trouver assez souvent comme système pour des planchers. Donc on a le panneau de CLT qui est porteur. Ici, on a affaire à un panneau à 5 couches. Et puis au-dessus, on a une chape en béton. Et en dessous, on a de l'isolation et une finition en plâtre. L'assemblage des panneaux de CLT est relativement simple. Il se fait avec des équerres métalliques, d'une part, et d'autre part, une imbrication des panneaux les uns dans les autres avec des découpes qui sont faites en usine. Voici un exemple de bâtiment multi-étagé qui est assez connu. C'était l'un des premiers au monde. Il n'est pas tellement ancien, hein. Il date de 2012. C'est un immeuble Ré+9 à Melbourne. Et vous voyez ici de nouveau que le compartimentage est assez élevé, ce qui peut constituer bien sûr un inconvénient. Hein, les volumes ne sont pas ouverts les uns vers les autres. Alors ça, c'est un immeuble qui se trouve en Belgique, qui a été construit à Mont-sur-Marchienne, qui est basé sur donc, tout à fait le même principe que celui de Melbourne, avec moins d'étages. La photo que l'on voit ici a été prise avant la pose de l'isolation, donc qui se trouve à l'extérieur de l'enveloppe de bois et qui est elle-même protégée par un bardage. Et je termine ce chapitre par le 4e système constructif qui concerne le bois empilé. Cette technique du bois empilé, elle est très peu utilisée en Europe et en Belgique en particulier. Bon, je vous dis ça alors que j'ai un voisin dans ma rue qui a une maison qui a été construite sur base de ce principe. Enfin, c'est assez rare. Par contre, c'est quelque chose que l'on trouve plus fréquemment en Amérique du Nord et dans des régions montagneuses d'Europe. Alors, vous voyez le principe, il est assez simple. C'est une série de poutres en bois qui ont été entaillées de manière à pouvoir être superposées. Alors, il y a un petit inconvénient, c'est que la descente de charge se fait perpendiculairement en fibre et donc on va avoir un certain tassement vertical après la construction. Donc, il faut bien détailler les assemblages, bien réfléchir les assemblages et ça va aussi limiter le nombre d'étages et de niveaux. Alors, les planchers, eh bien, ils vont être faits de la même manière que pour les ossatures bois. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel système? Alors, les avantages, eh bien, une grande préfabrication possible qui se réduit à peu de choses puisqu'il suffit, entre guillemets, de préfabriquer des poutres qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. Peu de moyens pour les assemblages puisqu'il suffit, entre guillemets, de nouveau d'assembler des poutres les unes au-dessus des autres et les unes à côté des autres. Une grande beauté des espaces intérieurs, bien sûr, comme on peut le voir sur la photo ici en dessous, et puis un contreventement naturel. Pour les inconvénients, alors on a un tassement vertical important qui va se faire après la construction parce que la descente de charge se fait perpendiculairement aux fibres et cela, ça implique de vraiment très bien réfléchir les détails structuraux, mais aussi les détails d'isolation, d'étanchéité, de parachèvement en général. On a pour la même raison
un nombre d'étages qui va être limité à durée plus 1 ou tout au plus durée plus 2, des modifications ultérieures qui seront limitées parce que dans une telle structure, eh bien, finalement, tout est porteur et on ne sait plus exactement par où transitent les efforts. Et puis, des détails d'isolation et de parachèvement qui vont aussi être assez délicats, notamment au niveau des coins extérieurs du bâtiment. Alors voilà, j'ai terminé cette revue des 4 systèmes constructifs qui sont possibles avec du bois. Je vous montre ici un tableau qui résume les avantages et les inconvénients de ces 4 systèmes. Je vous laisse faire, si vous le désirez, un arrêt sur image. Et nous en arrivons au chapitre 19 qui concerne les treillis en bois. Quelques belles photos en guise d'introduction. Voici une magnifique charpente de toiture en treillis à forme parabolique. Voici la structure avec sa couverture et on voit que cette couverture a été placée sur une première couche d'OSB qui est restée apparent depuis l'intérieur. On voit également des câbles de contreventement ici. Et une autre structure avec des treillis en bois qui repose sur des colonnes en béton. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut voir aussi qu'il y a des contreventements ici qui sont faits à partir de barres métalliques. J'y reviendrai dans le dernier chapitre de cette partie 3. Je ne vais pas revenir dans ce cours sur la manière dont on calcule les efforts internes dans les treillis. C'est une matière qui a été vue dans les détails dans le cours de mécanique des structures, en tout cas pour ce qui concerne les treillis isostatiques, et dans le cours de stabilité des constructions pour les treillis hyperstatiques. Je vais simplement, dans les slides qui suivent, vous faire quelques petites piqûres de rappel. Voici 3 treillis très communs, le Warren, le Pratt et le Howe. On y a placé une charge verticale de haut en bas sur la membrure inférieure. On aurait pu la placer sur la membrure supérieure, ça n'aurait pas changé ce que je vais vous expliquer. Alors j'y ai dessiné donc les formes déformées de ces treillis sous le chargement, et j'y ai dessiné également en rouge les efforts de compression et en bleu les efforts de traction. Et également ici en vert pour le treillis Pratt au niveau des appuis, les barres soumises à effort nul. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en fait tous les éléments qui sont, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, dans le sens d'une voûte, sont tous comprimés, sont tous rouges. Vous voyez? Ici, tous les éléments qui sont bleus, ils ne sont vraiment pas dessinés dans le sens d'une voûte. Ici, avec les éléments rouges, je peux dessiner plusieurs voûtes qui se superposent. En voici une première, en voici une deuxième, en voici une troisième. Tout ça, c'est du rouge, c'est comprimé. Idem pour le Pratt et le Howe, tout ce qui est dans le sens d'une voûte est toujours comprimé. Qu'est-ce que je peux voir également? Eh bien que les efforts dans les membrures supérieures et inférieures sont maximaux au niveau du centre de la poutre treillis. Par contre, pour tout ce qui est diagonal et montant, c'est plutôt au niveau des appuis qu'on a des efforts qui sont maximaux. Je m'intéresse maintenant à l'influence de la hauteur d'un treillis sur les efforts internes. Alors, j'ai ici pris l'hypothèse d'un treillis à 4 mailles isostatique sur 2 appuis avec une charge extérieure totale que je vais noter F tot qui se divise en 4 charges ponctuelles F tot sur 4 qui s'appliquent chacune sur les nœuds supérieurs. Et je voudrais connaître l'effort F qui règne ici dans l'élément central de la membrure supérieure. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement un équilibre de rotation sur un demi-treillis là, par rapport à la rotule A où je sais que le moment fléchissant est nul, donc je n'ai pas de moment, et donc je peux faire un équilibre des moments. Alors j'ai 4 forces différentes qui agissent sur ce demi-treillis, F total demi, qui a un bras de levier L demi. J'ai un F qui a un bras de levier H, j'ai un F tot sur 4 qui a un bras de levier L sur 8, par rapport à A donc, et puis encore un autre F tot sur 4 là qui a un bras de levier 3L sur 8 par rapport à A. Alors je vais établir l'équation d'équilibre des moments par rapport à A, donc F total demi fois son bras de levier L demi, donc dans le sens hors logique, s'oppose alors aux 3 autres, puisque les 3 autres vont générer un moment dans le sens anti-horlogique, donc s'oppose, c'est égal à quoi? À F fois son bras de levier H, plus F total sur 4 fois son bras de levier L sur 8, plus l'autre F total sur 4 fois son bras de levier 3L sur 8, et dans cette équation, la seule inconnue que j'ai,
c'est le F. Et ce F, qu'est-ce qu'il vaut? F total fois L divisé par 8H. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'effort dans la membrure supérieure, mais aussi en fait dans la membrure inférieure, est inversement proportionnel à la hauteur du treillis. Donc plus mon treillis va être bas, plus les efforts vont être importants. Voici un slide qui illustre ce que je viens de vous raconter. Donc on a deux treillis qui ont une même portée, un même nombre de mailles, un même chargement. La seule différence entre les deux, c'est que le deuxième treillis ici est 2 fois plus haut que le premier. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit comme annoncé que tous les efforts dans ce treillis ici sont beaucoup plus petits que les efforts dans ce treillis qui a une hauteur moins élevée. Donc ça confirme le fait que plus vous avez un treillis dont l'élancement géométrique est élevé, donc le rapport entre la portée et la hauteur, plus vous allez avoir des efforts qui vont devenir importants. Un autre rappel qui concerne la question suivante, est-ce que l'on peut se passer des articulations nodales? Est-ce que l'on peut remplacer pratiquement les rotules par des nœuds qui sont des continuités? En fait, c'est ce qu'on fait la plupart du temps pour des raisons de facilité de construction. Alors on a ici deux treillis qui ont été calculés dans un programme de calcul. Ils sont identiques à part le fait que le premier possède des rotules parfaites au niveau des nœuds et le second possède des continuités au niveau des nœuds. Alors globalement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les efforts internes dans les deux treillis sont les mêmes. On remarque que les déplacements des nœuds dans les deux treillis sont les mêmes. Par contre, dans le premier cas, on a des barres biarticulées, et donc la déformée sera composée d'éléments rectilignes, forcément, puisque ces éléments peuvent tourner comme ils veulent au niveau des rotules. Par contre, dans le second cas, on a une continuité de tous les éléments et en particulier des membrures, et donc ces membrures vont devoir rester continues et donc vont présenter une certaine courbure. Et cette courbure va évidemment être synonyme de moments fléchissants qui vont naître. Alors ces moments fléchissants, on va les appeler moments parasitaires et on va tout de suite voir ce qu'ils peuvent valoir. Prenons un exemple d'un treillis qui fait 8 mètres de portée et 1 mètre de haut. Alors on a calculé ce treillis dans un programme avec deux configurations différentes. D'une part, des nœuds complètement articulés et d'autre part, des nœuds rigides. Le programme a calculé les efforts internes dans les deux treillis. Vous voyez qu'à peu de choses près, ils sont identiques, de même que les déplacements des nœuds. Bien sûr, dans le treillis à nœuds rigides, eh bien, on aura une continuité des membrures et donc de la courbure dans les membrures. Elle n'est pas dessinée ici. Et on aura aussi des contraintes de flexion qui viennent justement du fait que les nœuds sont rigides et qu'il y a de la courbure dans les membrures. Alors, si on calcule les contraintes de compression ou de traction qui sont dues à l'effort normal, on va trouver 3,5 mégapascales ici dans l'élément central supérieur ou les éléments centraux inférieurs. Et en contraintes parasitaires de flexion, donc les contraintes maximales qui sont relatives au diagramme que vous voyez ici en bas, eh bien on va trouver 1,2 mégapascal. Et donc, on a quand même des contraintes de flexion parasitaire qui valent plus de 30% des contraintes normales provenant des efforts normaux, ce qui est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un cas pratique, on aura bien souvent des nœuds qui ne sont pas des rotules parfaites et qui sont plutôt des encastrements, des continuités. Et il faudra évidemment être attentif à ça lors du dimensionnement et de la conception du treillis, parce que, comme vous le voyez, ces contraintes de flexion parasitaire peuvent être relativement importantes par rapport aux contraintes normales qui viennent des efforts normaux. Je vais maintenant passer en revue les grandes catégories de treillis en bois qui existent. On va commencer par les fermettes industrialisées. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez un schéma ici. Ce sont des treillis en bois avec des nœuds qui sont réalisés à partir de connecteurs métalliques. Ce sont des plaques métalliques qui ont été embouties de manière à faire ressortir toute une série de clous qui viennent s'encastrer latéralement dans les éléments de bois. Alors, vous avez ici un schéma qui illustre le procédé constructif. Donc, toutes ces fermettes sont placées les unes à côté des autres, avec un espacement de l'ordre de 60 à 90 cm. Et puis, on vient y placer une sous-toiture, là, le numéro 4. Une sous-toiture, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet d'éviter
que de l'eau extérieure ne rentre à l'intérieur du bâtiment, et donc cette eau est redirigée par cette sous-toiture vers la gouttière qui se situe ici en contrebas. Cette sous-toiture, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une espèce de plastique, mais ça peut être aussi des panneaux rigides. Alors en général, on vient placer des contrelattes, donc qui viennent, donc ici en numéro 5, qui sont des éléments de bois qui viennent se clouer, se visser sur la charpente, sur les fermettes à travers la sous-toiture. Et puis on vient placer ici en numéro 6, donc des supports pour la couverture. Alors on peut trouver des supports qui sont jointifs, simplement des planches jointives qui sont attachées sur les contrelattes, ou non jointives. Et puis on vient au-dessus de ça placer une couverture, par exemple du zinc ou des tuiles ou des ardoises. Un petit peu de vocabulaire, donc dans une ferme ou une fermette, la partie inférieure s'appelle entrée, les parties supérieures inclinées s'appellent arbalétrier, et puis encore un petit peu de vocabulaire, fiche, contre-fiche. L'isolation ici n'a pas été dessinée. Voici deux vues qui illustrent ce que je viens de vous dire. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous le désirez. Ce schéma illustre assez bien la manière dont il faut prévoir les finitions et l'isolation du côté intérieur au niveau de ces fermettes industrialisées. Par exemple, dans le grenier d'une maison, donc on a la fermette ici en orange, sa voisine ici, donc espacée de 60 à 90 cm. On va venir mettre un rouleau d'isolant entre les fermettes et souvent une deuxième couche d'isolant dans le sens perpendiculaire. Et puis, on va prévoir un pare-vapeur, donc qui est un film plastique qui va empêcher la vapeur qui est produite à l'intérieur du bâtiment de pénétrer dans le complexe d'isolant et de charpente. Et puis, on prévoira souvent une finition qui est faite de panneaux de plâtre ou d'autres choses. Voici toute une série de catégories de charpentes et fermettes industrialisées en bois possibles. Alors, le classement ici s'est fait en deux sous-catégories. À gauche, les fermettes avec entrée horizontale, c'est-à-dire avec une membrure horizontale qui est toujours en traction, et les fermettes sans entrée horizontale. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'entrée horizontale? Tout simplement pour des raisons d'architecture. On ne peut pas toujours se permettre d'aller mettre là quelque chose dans le chemin qui relie les appuis de la fermette. Alors dans ce cas-ci, il faudrait être très attentif, puisqu'une structure qui a de la hauteur et qui est chargée verticalement produit des poussées horizontales. Alors, ces poussées horizontales, de deux choses l'une, soit on les bloque par la structure qui se trouve en dessous de la fermette, et dans ce cas-là, évidemment, il faut être attentif au fait que cette structure peut reprendre ces poussées horizontales sans qu'elle n'en soit altérée, dégradée, soit alors elle ne peut pas reprendre ces poussées horizontales, et là, il faut prévoir un appui à rouleau d'un côté de la fermette, et cet appui à rouleau pourra se faire de diverses manières, par exemple en plaçant des trous oblongs, c'est-à-dire des trous qui sont ovales et dans lesquels l'assemblage de pieds peut bouger horizontalement librement. Voici d'autres types de treillis en bois industrialisés. Il y en a toute une série avec beaucoup de procédés différents. Peut-être un commentaire sur cette photo qui est un cas un petit peu particulier fabriqué par une firme canadienne. Donc c'est une poutre donc treillis en bois avec des nœuds qui sont collés, mais à l'extrémité, pour avoir une souplesse sur la portée de ces poutres, eh bien, la poutre est constituée d'une section en I avec une âme en OSB. On peut atteindre de l'ordre de 10 mètres de portée avec ces poutres. Et puis il existe évidemment toute une série de treillis possibles, grands et petits, avec différentes fonctions au gré des souhaits des maîtres d'ouvrage et des architectes. Voici un bel exemple d'une passerelle en treillis en bois à Bruxelles. Peut-être un commentaire sur la photo que vous voyez ici en dessous. On voit que le concepteur avait une bonne connaissance de la transmission des efforts dans ce type de structure, puisque les diagonales centrales ici ont une section plus petite que les diagonales qui se trouvent près des appuis, et on sait qu'un treillis posé sur un appui à chacune de ses extrémités eh bien, a des efforts internes qui sont plus importants dans les diagonales au niveau des appuis qu'au centre. Et donc ici, il y a une certaine économie de matière qui est faite grâce à cette constatation. Voici une synthèse de la conception et du calcul des treillis en bois. Alors tout d'abord, quelques grandes règles générales de conception. Il faut éviter des angles trop petits
entre les différentes barres. Pourquoi? Parce que ça complexifie les assemblages et cela rend moins fluide la transmission des efforts. Il faut favoriser des assemblages en compression plutôt qu'en traction. Pourquoi? Parce que si vous avez des assemblages en traction, ça veut dire que les efforts doivent être repris et déviés par des éléments métalliques, des plaques métalliques ou des tiges métalliques, et donc l'assemblage fonctionne moins bien avec des efforts qui se transmettent moins naturellement. Il faut éviter des grands élancements géométriques, c'est-à-dire de trop grands rapports portée divisés par la hauteur. Pourquoi? Ben, d'abord pour respecter la règle qui concerne l'angle entre les barres, et puis aussi parce qu'on sait que lorsque l'élancement géométrique est trop grand, eh bien, les efforts deviennent très importants. Il faut prévoir des structures secondaires telles que les charges extérieures s'appliquent au niveau des nœuds du treillis, sinon on a de la flexion dans les barres. Et enfin, il faut essayer d'avoir des axes qui sont concurrents, parce que s'ils ne le sont pas, pardon, eh bien, on va avoir des moments fléchissants qui vont naître dans les barres. Alors, une fois qu'on a appliqué ces quelques règles élémentaires de conception, il faut calculer les efforts internes. Alors ici, on a rarement des treillis dans lesquels les assemblages sont soit des encastrements parfaits, soit des rotules parfaites. Ce sont souvent des assemblages avec une semi-rigidité. Et donc, ce qui est conseillé, c'est de faire deux calculs. Un calcul du treillis avec des nœuds complètement rigides et un calcul du treillis avec des nœuds qui sont des rotules parfaites, et puis de prendre les valeurs maximales des efforts entre ces deux cas, et de dimensionner en fonction de ces efforts maximaux. Et en ce qui concerne la flèche des treillis, elle est rarement dimensionnante, parce que le treillis est un élément qui se déforme peu. Par contre, un petit point d'attention concerne quand même l'influence des assemblages. Je viens de le dire, ce sont souvent des assemblages qui sont semi-rigides, et donc ces assemblages se déforment et ajoutent une flèche complémentaire à la flèche théorique. Ce qui est recommandé, c'est de calculer une flèche théorique comme on le ferait pour un treillis métallique ou en un autre matériau, mais de multiplier cette flèche théorique par un facteur 1,5 à 2 pour justement tenir compte du jeu dans ces assemblages. J'en arrive au chapitre 20 qui est relatif aux poutres sous-tendues en bois. Alors qu'est-ce que c'est qu'une poutre sous-tendue en bois? Eh bien c'est une poutre en bois qui repose par l'intermédiaire de montants verticaux ou obliques sur un ou plusieurs câbles qui sont tendus soit entre les extrémités de la poutre, soit entre deux points extrêmes qui ne font pas partie de la poutre. Voici une photo, je vous laisse faire un arrêt sur image si vous le désirez. Et une autre photo. Je voudrais maintenant faire un petit raisonnement qui a pour but de justifier la pertinence structurale des poutres sous-tendues, en tout cas dans certains cas. Et pour faire ce raisonnement, je vais partir d'une poutre Virendale qui est dessinée ici. Alors une poutre Virendale, c'est quoi? Ben, finalement, c'est un treillis dans lequel il manque une ou plusieurs diagonales. Alors ce genre de structure a un gros avantage et un gros inconvénient. Le gros avantage, c'est qu'il y a de grandes ouvertures carrées ou rectangulaires qui permettent de faire passer des techniques spéciales ou bien une autre structure ou bien même des gens dans un bâtiment. Et le gros inconvénient, c'est que les poutres Virendale sont le siège de grands moments fléchissants, donc de grandes contraintes de flexion et aussi de grandes déformations. Il faut beaucoup de matière pour franchir la portée donnée avec les charges considérées. Et donc le premier réflexe qu'on a, c'est de remettre des diagonales pour obtenir un treillis qui va se comporter de manière beaucoup plus efficace d'un point de vue de la structure. Et puis, on pourrait se dire que les charges ne sont pas nécessairement appliquées sur les nœuds, mais sont appliquées de manière répartie sur la membrure supérieure. Auquel cas, bien sûr, chacun des éléments de la membrure supérieure est une poutre isostatique sur deux appuis avec un moment fléchissant qui est un QL carré sur 8. Et donc, le réflexe qu'on pourrait avoir, c'est d'hyperstatiser cette membrure supérieure, c'est-à-dire de la rendre continue en enlevant les rotules, pour avoir donc une poutre qui se comporte comme une poutre hyperstatique, donc je viens de le dire, et avec donc des moments fléchissants qui sont mieux répartis et une tendance moins prononcée à subir des déformations.
Et puis, à ce niveau-là, on pourrait se dire, ben, est-ce qu'on pourrait enlever de nouveau, réenlever les diagonales pour obtenir à nouveau l'avantage de la poutre Vierendeel, qui est d'avoir des grands espaces dépourvus des diagonales. Eh bien, ici, la seule façon de le faire, donc d'enlever ces diagonales, c'est de transformer la membrure inférieure de manière à ce qu'elle soit le funiculaire des charges verticales. Et ces charges verticales, eh bien, quelles sont-elles? Eh bien, ce sont en fait les charges qui viennent dans les montants verticaux et ces montants verticaux servant de support à la poutre. Alors il faut être très attentif au fait que le raisonnement que je viens de faire, c'est un raisonnement qui concerne une structure qui est un funiculaire. Et vous savez que les funiculaires, comme les arcs par exemple, ou les câbles, ne se comportent pas bien quand les charges bougent par rapport à la situation pour laquelle ils sont funiculaires. Donc une poutre sous-tendue ne va pouvoir se justifier d'un point de vue structural que si les charges variables sont petites par rapport aux charges permanentes et si les diagonales gênent le passage de techniques ou d'autres choses. Une autre raison pour laquelle on pourrait choisir une poutre sous-tendue, même si elle ne se justifie pas d'un point de vue structural, c'est simplement une raison architecturale, donc une volonté d'un maître d'ouvrage ou d'un architecte de créer une structure dans laquelle on a des poutres sous-tendues. Quelques propos qui illustrent ce que je viens de vous expliquer. Vous avez sous les yeux ici quelques exemples de poutres sous-tendues qui ont été séparées en deux catégories. Sur fond jaune, on a des poutres sous-tendues qui ne sont pas sensibles à une variation de position des charges extérieures. Pourquoi? Eh bien parce que vous pouvez voir que elles sont constituées de triangles. Ce sont en réalité des tris à la nuance près que la membrure supérieure est continue. Donc ici, je dirais, ce sont des poutres sous-tendues qui sont très efficaces d'un point de vue structural. Et en bleu, par contre, ce sont des poutres sous-tendues qui sont sensibles à une variation de position des charges variables puisqu'elles ne sont pas complètement triangulisées. Vous avez ici, par exemple, un rectangle qui ne contient pas de diagonale ou ici une succession de trapèzes qui ne contiennent pas de diagonale. Quelques commentaires généraux sur les poutres sous-tendues. Donc la sous-tension et les assemblages tendus se font en général en acier. On peut avoir des portées de plusieurs dizaines de mètres pour les poutres sous-tendues. L'élancement géométrique est de préférence limité, en dessous de 10. Donc l'élancement géométrique, c'est le rapport entre la portée et la hauteur. Si vous avez un élancement géométrique qui est trop élevé, eh bien vous allez avoir des efforts internes qui sont très grands, et notamment un câble qui a une très grande section. La membrure, donc la poutre supérieure, doit être vérifiée en flexion composée avec du flambement, puisqu'elle est à la fois fléchie et comprimée. Et puis, il faut être attentif aux assemblages, en particulier à la compression perpendiculaire aux fibres, donc au niveau de la jonction entre les montants et la poutre. Je parle ici des fibres de la poutre, pas de celles des montants. Et aussi, il faudra être attentif aux variations de température qui peuvent avoir un impact sur la dilatation du câble, qui elle-même peut avoir un impact sur la distribution des moments dans la poutre. Quelques exemples d'assemblage, j'y reviendrai un petit peu plus en détail dans la partie 4 de ce cours. Ces assemblages sont toujours composés de plats métalliques et de tiges métalliques. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous le désirez. Quelques commentaires sur un phénomène possible d'instabilité dans les poinçons ou dans les montants. Je vais ici considérer une poutre toute simple avec un seul poinçon et en particulier, je vais m'intéresser à la jonction entre le poinçon et le câble, ici le point A. Alors, on va regarder ce qui se passe dans le plan transversal à l'écran qui passe par le poinçon. Le poinçon est en compression, le câble est en traction. Alors en A, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la résultante de ces deux efforts de traction et de compression est en fait une petite force ici en jaune qui est stabilisante, c'est-à-dire qui a tendance à ramener le poinçon dans le plan vertical de la poutre sous-tendue. Donc, ça nous pousse à penser que dans une poutre sous-tendue, il vaut mieux toujours avoir une poutre qui est cintrée vers le haut. En effet, si je prends le cas opposé d'une poutre qui est plutôt cintrée vers le bas et que je fais exactement le même raisonnement, eh bien je vois que dans ce cas-là, il existe en A un petit effort déstabilisant qui a tendance à écarter
le poinçon du plan vertical qui passe par la poutre sous-tendue. Et bon, si la poutre ne peut pas, pour différentes raisons, être cintrée vers le haut et qu'elle doit rester horizontale ou même cintrée vers le bas pour l'une ou l'autre raison, eh bien, il existe évidemment toute une série de solutions pour empêcher les poinçons de se déplacer latéralement. Vous en avez ici quelques-unes. Je voudrais maintenant faire une synthèse du calcul des poutres sous-tendues selon les critères de l'Eurocode 5 que l'on a détaillés dans la partie 2 de ce cours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, eh bien, on va considérer la poutre en elle-même, et quand je dis la poutre, c'est la membrure supérieure de la poutre sous-tendue, qui repose sur deux appuis, donc un à chacune de ses extrémités, et P poinçon. Donc c'est une poutre hyperstatique sur P plus deux appuis. On va calculer les moments fléchissants dans cette poutre, et on va calculer les réactions d'appui, et enfin, calculer la forme du câble funiculaire. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je vous renvoie au cours de mécanique des structures où j'avais vu un théorème qui s'appelle le théorème d'analogie avec la poutre et qui permet justement de trouver la forme funiculaire d'un câble ou d'un arc associé à des charges ponctuelles. Et dans ce cas-ci, les charges ponctuelles, c'est quoi? Eh bien, ce sont les réactions d'appui, c'est-à-dire les efforts normaux dans les poinçons. Alors, dans la section de cette membrure supérieure ou de cette poutre qui est la plus fléchie, je vais aller associer le moment fléchissant et l'effort normal et vérifier le critère en flexion composée que j'ai vu dans la partie 2 de ce cours. Je vous y renvoie si nécessaire, en n'oubliant pas que le flambement peut aussi se produire selon l'axe faible et en prenant comme longueur de flambement, que ce soit selon l'axe faible ou l'axe fort d'ailleurs, la longueur totale de cette poutre. Ensuite, on va aller chercher la membrure dans laquelle il y a le plus grand effort tranchant et vérifier le critère d'effort tranchant. Ensuite, on va aller vérifier la compression simple en tenant compte du flambement dans les poinçons ou les montants. Et enfin, aller vérifier le critère de compression perpendiculaire aux fibres au niveau de la connexion entre chacun des poinçons et de la poutre. Et ici, je parle bien sûr des fibres de la poutre, puisque ce sont elles qui sont soumises à cette compression perpendiculaire. Sans oublier, bien sûr, de vérifier et calculer les éléments métalliques, notamment dans les assemblages et en particulier le câble de sous-tension. J'en viens maintenant au chapitre 21 qui concerne les poutres continues en bois. Un petit rappel me semble nécessaire concernant la répartition des efforts et les déformations dans les poutres continues. Alors si je prends une poutre sur deux appuis avec une distribution uniforme de charge, eh bien le moment fléchissant maximum se trouve à mi-travée et vaut QL carré sur 8, donc 0,125 QL carré. Si maintenant vous avez une poutre avec deux travées, le moment fléchissant maximum ne se situe plus en travée, mais se situe au niveau de l'appui central. Il vaut toujours d'ailleurs QL carré sur 8 et les moments fléchissants maximaux en travée valent 0,07 QL carré. Et si vous avez maintenant trois travées, le moment fléchissant maximum se passe aux appuis et tombe à 0,1 QL carré, et en travée, il vaut au maximum 0,08 QL carré. Au point de vue des déformations, vous voyez qu'on y gagne, hein, quand on a des poutres qui sont continues et hyperstatiques, on y gagne, les déformations sont également fortement réduites, et donc je dirais pour résumer qu'on a toujours intérêt à avoir une poutre continue qui est sur plusieurs travées, cela réduit fortement les déformations, et à partir de deux travées, cela réduit également la valeur du moment fléchissant maximum. Je viens de vous montrer que pour une poutre continue, c'était plutôt au niveau des appuis qu'on avait un moment fléchissant qui était élevé. Et une chose intéressante que l'on peut faire, c'est pour avoir des poutres continues en bois, à partir de poutres de faible dimension, c'est de faire les assemblages entre des poutres successives au niveau des appuis, c'est-à-dire de dédoubler les poutres au niveau des appuis, ce qui permet justement de reprendre ces moments fléchissants qui sont plus importants au niveau des appuis. Quelques commentaires rapides sur les poutres cantilever. Qu'est-ce que c'est qu'une poutre cantilever? C'est une poutre continue dans laquelle on a introduit des rotules. Alors, la poutre continue sans ces rotules, c'est une poutre hyperstatique, avec des moments fléchissants qui s'annulent à certains endroits. Et là, justement, où ces moments fléchissants s'annulent, on peut
placer une rotule réelle, ce qui ne change rien à la répartition du moment fléchissant, puisque le moment fléchissant y est déjà nul. Donc, quel est l'avantage de ceci? Eh bien, c'est qu'on combine l'avantage de l'isostaticité et de l'hyperstaticité. Alors, l'avantage de l'isostaticité, c'est quoi? C'est par exemple un montage plus facile, c'est une insensibilité à des tassements d'appui éventuellement. Euh, et l'avantage de l'hyperstaticité, c'est justement d'avoir des moments fléchissants qui sont globalement plus petits et mieux répartis. Euh, alors ces rotules, elles peuvent se placer à différents endroits. Par exemple, voici une première solution ici, mais en voici une deuxième. On pourra même positionner les rotules de manière un petit peu plus judicieuse, de manière à égaliser les moments entravés sur les appuis et encore gagner de la matière. Pour terminer ce chapitre, encore un petit commentaire qui concerne les poutres cantilever. Alors ici, on a typiquement une rotule. C'est ce qu'on a dessiné par une grosse boule là, sur le schéma, sur le slide précédent. Imaginez que vous ayez une poutre porteuse ici à gauche qui se prolonge dans une poutre portée ici à droite. Alors ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des contraintes perpendiculaires aux fibres, donc ce cas-ci est relativement défavorable pour le bois. Une solution meilleure, c'est finalement d'aller suspendre la réaction d'appui de la poutre portée à l'extrémité de la poutre porteuse. Et dans ce cas-ci, on n'a plus de traction perpendiculaire aux fibres, on n'a plus que de la compression perpendiculaire aux fibres. Et vous avez ici deux détails que je vous laisse regarder, des exemples d'articulation justement pour poutres cantilever, donc qui sont toutes les deux des rotules. Le chapitre 22 est consacré aux arcs, avec déjà ici une photo qui nous montre une passerelle composée de deux arcs parallèles, et chacun des arcs est articulé au niveau des appuis avec une rotule métallique, et aussi au niveau de la clé avec une rotule également métallique. Voici une autre photo. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous le désirez. Et un autre exemple ici de magnifiques arcs en bois lamellé collé dans le hall des expositions à Libramont. Arcs en bois lamellé collé qui se terminent par des rotules métalliques, elles-mêmes supportées par des naissances en béton armé. Quelques remarques avant de rentrer dans le vif du sujet. Le calcul des efforts internes dans les arcs funiculaires fait partie du cours de mécanique des structures. Celui des arcs non funiculaires fait partie du cours de stabilité des constructions. Je ne vais donc pas, dans ce chapitre, revoir la manière dont on calcule les efforts internes, les réactions d'appui, les déformations, etc. des arcs funiculaires et non funiculaires. Je vous renvoie donc à ces deux cours si vous le désirez. Et enfin, comme un arc en fait, est un élément courbe qui a la particularité d'être essentiellement comprimé, eh bien, je vous suggère, si nécessaire, d'aller réécouter le chapitre 15 de la partie 2 de ce cours, dans lequel j'explique comment on applique les critères de l'Eurocode 5 pour des éléments courbes et donc pour des arcs. Voici quelques exemples d'assemblage de clés pour des arcs. Alors, ici au-dessus, on a une parfaite articulation métallique qui est insérée dans le bois lamellé collé à l'aide de plats métalliques qu'on ne voit pas ici et qui sont fixés à l'aide de tiges transversales. On peut aussi évidemment avoir d'autres types d'assemblages comme des assemblages rigides ou semi-rigides avec par exemple des broches métalliques qui pénètrent à l'intérieur du bois et qui fixent les deux parties de l'arc. Voici un bel assemblage de clés, donc c'est typiquement un appui à rotule évidemment, avec tout comme à la clé une magnifique rotule métallique qui est faite de plats métalliques qui rentrent à l'intérieur du bois lamellé collé et qui sont fixés transversalement par des tiges métalliques. Voici encore quelques détails d'assemblage pour des arcs. Je ne vais pas m'y attarder puisque j'en parlerai abondamment dans la partie 4 de ce cours, des détails pour les naissances des arcs, donc différentes possibilités, et d'autres détails pour réaliser des clés d'arc. Les arcs, ce sont des éléments qui sont fortement élancés et en même temps comprimés, ce qui veut dire qu'ils vont être sensibles au phénomène du flambement. Ce phénomène du flambement, il peut être simulé par voie numérique. Voici ici un exemple d'un arc parabolique avec différentes conditions d'appui et avec
une rotule à la clé ou non. Vous voyez que la forme de flambement est différente d'un cas à l'autre. Je rappelle que le flambement, c'est un second ordre qui diverge. Je vous renvoie au cours de mécanique des structures si nécessaire. Et donc, il y a finalement deux approches que l'on peut faire pour vérifier si un arc flambe ou pas. On va aller le modéliser dans un logiciel de calcul et ce logiciel de calcul va pouvoir faire un calcul au second ordre et va pouvoir vous confirmer que l'arc ne diverge pas quand on fait un calcul au second ordre. Une autre méthode, c'est d'évaluer numériquement également la longueur de flambement et d'utiliser les formules de l'Eurocode 5 qui sont valables pour les éléments droits. Je vous renvoie à ce sujet au chapitre 13 et 15 de la partie 2, dans lesquels j'explique tout ceci en détail. Une petite remarque, c'est que pour les arcs à 2 et 3 articulations, donc celui-ci et celui-là, une méthode approchée, communément admise, consiste à considérer donc une longueur de flambement qui vaut la moitié de la longueur de l'arc, ce qui est à peu près égal à 5 fois la portée divisée par 8 pour des élancements fréquents compris entre 2 et 4. Je vais maintenant faire une synthèse du calcul des arcs selon les critères de l'Eurocode 5 et je vais d'abord considérer les arcs funiculaires, je verrai ensuite les arcs non funiculaires. Alors un arc funiculaire, c'est un arc dans lequel il n'y a que de l'effort normal et je vous rappelle ici le critère de dimensionnement en compression simple que l'on avait vu dans la partie 2 de ce cours avec deux facteurs correctifs. Un premier facteur correctif KR qui est relatif aux éléments cintrés en bois lamellé collé. Donc, je vous renvoie au chapitre 15 de la partie 2 où on avait expliqué comment calculer ce KR. Alors ici, une petite nuance, c'est que l'arc est parabolique et ce KR dépend de son rayon de courbure grand R. J'ai noté ici en bas de slide une petite formule approchée pour calculer ce rayon de courbure et qui ne dépend en fait que du rapport L sur H, donc portée de l'arc divisé par sa hauteur. Alors on a également un KC qui est le coefficient qui permet de tenir compte du flambement dans les éléments droits. Or ici on n'a pas affaire à un élément droit mais on a affaire à un élément courbe. Donc le problème c'est la détermination de l'élancement puisque ce KC dépend de l'élancement. Si on a l'élancement, eh bien on peut calculer ce KC. Je vous ai ici réécrit les formules valables pour un élément droit et aussi pour un élément courbe à condition de connaître ce lambda. Alors comment connaître ce lambda? Soit par voie numérique, je vous renvoie à la partie 2 chapitre 13 où j'ai expliqué ça en détail. En gros, on essaye par voie numérique de déterminer la longueur de flambement, c'est-à-dire la distance entre deux points d'inflexion pris sur la forme déformée de l'arc lorsqu'il flambe. On peut également utiliser des formules analytiques pour des cas simples. Par exemple, pour l'arc funiculaire parabolique à 3 articulations, eh bien, il y a une formule toute simple pour vérifier le flambement. C'est la formule de Timoshenko. Je vous renvoie au cours de mécanique des structures. Et enfin, si on a un arc à 2 ou 3 articulations, eh bien, la longueur de flambement, en réalité, est la moitié de la longueur d'un arc, c'est-à-dire à peu près 5 fois sa portée divisée par 8. Oui, alors, donc je vous expliquais il y a quelques secondes que pour calculer le coefficient KR qui permettait de tenir compte du cintrage des lamelles du bois lamellé collé en usine, il fallait connaître le rayon de courbure de l'arc. Et je vous montrais cette petite formule ici. Alors ceci, c'est une photo que j'ai prise au cours. J'ai par paresse reproduit ici sur ce slide cette photo qui montre la démonstration de cette formule. Donc en résumé, cette formule nous donne le rayon de courbure d'un arc parabolique qui est approximé par un arc de cercle et ce rayon de courbure dépend simplement du rapport entre la portée de l'arc et de sa hauteur. Pour les arcs non funiculaires, ça se complique un petit peu puisqu'il faut tenir compte de l'action combinée de l'effort normal, du moment fléchissant, de l'effort tranchant, du flambement et éventuellement le cas échéant du déversement. Alors ce transparent-ci est totalement identique à celui que j'ai détaillé dans le chapitre 13 de la partie 2. Donc je vous invite à aller revoir ce chapitre si nécessaire.
Donc, on va devoir, dans l'arc, aller chercher la section la plus comprimée, d'une part, et la section la plus fléchie, d'autre part. Et pour ces deux sections-là, faire une vérification du critère de flexion composée, en n'oubliant pas d'y intégrer les coefficients KR qui tient compte du cintrage des lamelles en usine, donc Confer le chapitre 15, le coefficient KL qui tient compte de la non-linéarité des contraintes de flexion, de nouveau je fais ici référence au chapitre 15, et au fameux coefficient KC qui tient compte de la sensibilité au flambement. Et j'ai expliqué dans le chapitre 13 comment calculer ce KC à partir d'une évaluation numérique de la longueur de flambement de l'arc. Alors, une fois que ceci est fait, eh bien, il faut aller dans ces deux mêmes sections, vérifier les contraintes perpendiculaires aux fibres, en les combinant aux contraintes rasantes. De nouveau, je vous renvoie à mes propos du chapitre 13. Et puis enfin, vérifier dans la section qui est soumise au plus grand effort normal, le critère d'effort tranchant. Et j'ai repris ici en bas de ce slide les significations respectives des coefficients K. Le chapitre 23 concerne les portiques en bois, avec une photo sur laquelle on peut voir quelques petites choses intéressantes ici, par exemple des sabots métalliques qui attendent des poutres secondaires, un assemblage de têtes de portique qui est fait simplement de plats métalliques et de boulons, et une chose intéressante ici, un assemblage entre la poutre de toiture et la colonne. Alors dans ce cas-ci, on a une colonne qui est découpée en deux, chacune des deux parties vient de part et d'autre de la poutre, et cette poutre peut transmettre dans la colonne un moment fléchissant et inversement grâce à des boulons qui sont placés sur la périphérie d'un cercle. Et donc chacun de ces boulons est soumis à un effort de cisaillement. Cet effort de cisaillement fois le bras de levier qui est le rayon du cercle permet de reprendre une partie du moment fléchissant. Voici une photo avec des portiques en bois qui sont bardés sur les faces latérales et en toiture avec également des éléments de bois. Une autre, cette fois avec des portiques qui ont des parties courbes. Voici une autre photo sur laquelle on peut de nouveau voir un encastrement entre une poutre de toiture qui est cintrée ici et une colonne. Donc ce type d'encastrement avec des boulons disposés selon un cercle permet de transmettre un moment fléchissant de la poutre à la colonne. Alors, que dire ici? Bon, on a évidemment toute une série de portiques possibles avec des conditions d'appui différentes, éventuellement des rotules qui se trouvent au niveau supérieur ou pas, des parties courbes ou pas. Une petite remarque, c'est que les appuis encastrés sont rares parce qu'en fait, ils sont complexes à réaliser. Hein. Pour aller introduire un moment fléchissant dans une fondation avec une colonne en bois, eh bien là, il faut vraiment des assemblages métalliques complexes et donc chers, et donc on l'évite. Et puis voilà, d'autres exemples de portiques, on a même des portiques en bois qui peuvent être des treillis. Voici quelques détails d'assemblage de pieds de portique, qui ressemblent d'ailleurs très fort à ce qu'on peut trouver pour des pieds d'arc. Voici également des systèmes d'articulation pour des portiques qui, de nouveau, peuvent ressembler à ce qu'on trouve pour les arcs. Différentes manières ici de créer une continuité au niveau d'un angle de portique. Je vous ai montré déjà deux photos avec ce système-ci, où on a des boulons qui sont placés selon un ou plusieurs cercles concentriques et donc qui permettent de transmettre un moment fléchissant de la poutre à la colonne par l'intermédiaire d'un cisaillement qui se produit dans les boulons. Mais il y a aussi d'autres systèmes avec des pièces rapportées, des collages ou bien l'introduction de tiges qui sont encollées. Voilà, il y a plusieurs possibilités pour réaliser ces continuités. Je termine ce court chapitre consacré aux portiques avec quelques rappels de calcul des portiques. Alors, souvenez-vous que lorsqu'une structure est chargée verticalement et qu'elle s'élève, eh bien, il existe toujours des poussées. Alors, de deux choses l'une, soit on libère ces poussées avec un appui à rouleau, soit on bloque ces poussées avec des appuis à rotule. Si c'est le cas, il faudra évidemment tenir compte de ces poussées dans le système de fondation. Ensuite, on a évidemment des structures
qui sont, quand elles sont des portiques, soumises à la fois à du moment fléchissant et de l'effort normal. Donc il faudra vérifier tous ces éléments avec les critères de flexion composée. Concernant les longueurs de flambement, on peut faire des hypothèses simplificatrices. Ce n'est pas toujours évident de connaître la longueur de flambement des éléments. Éventuellement, on peut la calculer numériquement, donc avec un logiciel de calcul qui nous donnera une bonne approximation de ces longueurs de flambement. Et enfin, si on a des zones courbes, eh bien, et même des zones d'inertie variable, ça n'est pas exclu. Je vous renvoie alors au chapitre 15 et au chapitre 16 de la partie 2, dans lesquels je détaille ces notions d'éléments courbes et d'inertie variable. J'en viens au chapitre 24 qui concerne les autres systèmes constructifs, ou en tout cas d'autres systèmes constructifs. Je vais passer très rapidement sur ce chapitre, tout simplement pour vous expliquer qu'il y a bien d'autres formes possibles que des treillis, des arcs, des portiques, etc. Par exemple, une catégorie de structures un peu particulière, eh bien, ce sont les grilles de poutres. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous le désirez. Par exemple, des fermes avec toutes les variantes que vous pouvez imaginer. Et évidemment, toute une série de possibilités en 3D avec une infinité de géométries et d'architectures possibles. Et nous voici arrivés au tout dernier chapitre de cette partie 3 qui concerne le contreventement des structures en bois. Alors évidemment, les principes dont je vais vous parler ici sont aussi valables pour des structures qui sont en acier ou en béton ou en autre chose. Ça n'est pas propre au bois. Alors contreventer une structure, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire lui permettre de résister aux actions horizontales. Alors la première action horizontale à laquelle on pense c'est évidemment le vent, mais il y en a d'autres, par exemple les actions sismiques ou bien des actions accidentelles comme des explosions. Et donc il y a plusieurs moyens de contreventer une structure. Une structure peut par exemple s'appuyer sur un noyau central qui contiendra les cages d'ascenseur, les cages d'escalier, les sanitaires, etc. S'appuyer sur des murs porteurs ou non porteurs, des cloisons. Voilà, il peut y avoir toute une série de choses qui permettent de contreventer une structure. Alors prenons cet exemple d'un grand hangar qui doit pouvoir évidemment résister aux efforts horizontaux. Alors comment faire? Imaginez qu'il y ait du vent qui souffle sur cette façade ici. Eh bien, tous ces efforts horizontaux qui sont dans l'axe longitudinal de la structure, à un moment donné, doivent être bloqués par quelque chose. Alors, être bloqués par quoi? Eh bien, par exemple, regardons ces deux portiques en bois ici qui sont voisins. Eh bien, on peut placer toute une série de croix de contreventement qui, finalement, font travailler ces deux portiques ensemble et qui permettent alors de bloquer donc à eux deux et avec leur croix de contreventement de bloquer les efforts horizontaux qui s'amènent dans la toiture et de les retransmettre vers les fondations. Voici un autre exemple avec ces éléments diagonaux là au niveau de la toiture qui permettent de générer un effet diaphragme dans la toiture, c'est-à-dire de faire en sorte que cette toiture, quand elle a envie de bouger horizontalement, eh bien, bouge d'un seul morceau et vient buter sur des éléments verticaux qui retransmettent les charges vers les fondations. Un autre exemple ici où on aperçoit les éléments diagonaux qui permettent à cette toiture de fonctionner, de se comporter comme un élément rigide donc dans son entièreté et de reporter les actions horizontales vers les éléments verticaux qui à leur tour vont reporter les efforts vers les fondations. Et voici ici une autre photo où on voit clairement ces contreventements. Encore une autre photo sur laquelle on voit des croix de contreventement ici qui sont plutôt alors des câbles qui ont été placés dans les différentes parties de la structure. Et voici un dernier exemple où on voit clairement ces éléments diagonaux qui ont une fonction de contreventement dans la structure. Alors ce dernier exemple termine cette partie 3 du cours de structure en bois et on se retrouve très bientôt pour la partie 4 qui concernera la conception et le calcul des assemblages en bois.